Radio J. L'étoile et le jasmin. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, il y a 15 jours, j'avais comme invité Abnous Chalmani. Et puis, comme c'est la même pour le même prix, 15 jours après, vous avez toujours Abnous Chalmani. Et toujours avec plaisir. Bonjour Mayenne. Toujours avec un grand plaisir sur Radio J. Et elle est chez elle ici, elle le sait. Abnous, à la dernière émission de l'Étoile et le Jasmin, on a beaucoup parlé de votre livre. J'ai péché dans le plaisir, aux éditions Grasset, dont on parle beaucoup maintenant depuis sa sortie. Et j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais envie de vous poser deux autres questions. Alors, cette deuxième émission que j'avais envie de faire avec vous était plus largement sur vous, votre vie, votre œuvre, etc. Mais je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que donc ce livre, qui est une espèce c'est un livre choral sur deux auteurs, deux écrivains, écrivaines. À 50 ans de différence, Marie de Régnier et Forough Farrokhzad. L'une est française de la Belle Époque, l'autre est iranienne de la Belle Époque. Des années 50. Des années 50. Ce qui paraît aujourd'hui, l'ombre des mollahs, la Belle Époque, finalement. Voilà, c'est pour ça que c'était un petit peu de l'humour, un petit peu de l'humour. Et je voulais. Alors, effectivement, il y avait une question que je ne vous avais pas posée la dernière fois, c'est son rapport de Marie de Régnier avec ce fameux Bernstein. Parce que, quand même, on est dans une époque, la Belle Époque, c'est quand même, elle n'est pas si belle que ça, parce qu'elle est dans un antisémitisme absolument furieux. Non, alors c'est très intéressant, parce que moi j'ai aimé cette période-là aussi, parce que je trouve beaucoup de notre aujourd'hui trouve ses racines dans cette Belle Époque-là, plus qu'à une autre époque. C'est cette époque-là qui voit la naissance du syndicalisme, c'est cette époque-là qui voit la naissance des attentats sauvages de civils, c'est le temps de la bande à Bono, c'est le temps des attentats terroristes justifiés. C'est Colette qui fait tenir la bande à Bono. Alors, c'est extraordinaire. Colette a été présente, elle a écrit un texte que je conseille à tout le monde de lire, un texte extraordinaire. Parce que quand la bande à Bono, ce qui reste de la bande à Bono, est réfugié dans un pavillon, que la police arrive, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les gens avaient des pieds, des vélos, ils marchaient. Et il y avait une foule extraordinaire qui a encadré cette maison. Ça a duré des heures et des heures, l'assaut. Et Colette se retrouve au milieu de cette foule pour couvrir cette séquence. Et là, je crois que j'utilise cette expression, c'est le même d'ailleurs que les pique-niques guillotines. C'est cette foule populaire qui est là et qui applaudit le sang et qui applaudit la mort. Et elle est absolument bouleversée que la bande à Bono, ce soit des tueurs, est une réalité, mais la réaction de la foule, cette volonté d'avoir du sang, la choque énormément. C'est aussi une période où on passe du travail à domicile au travail en usine, donc là, avec les syndicats qui commencent à jouer leur rôle. C'est absolument passionnant. Et c'est une époque d'antisémitisme. D'un antisémitisme de salon, dont faisait partie toute la bande de Marie de Régnier des Parnassiens. C'est-à-dire qu'on est antisémite, j'allais dire par principe, parce que quand même, c'est des juifs. Mais on reçoit des juifs à domicile. Ils sont à table, etc. Et devant, on ne cache pas son antisémitisme. Et vous avez cet antisémitisme de Daudet, c'est terrifiant. Vous avez cet antisémitisme, j'allais dire, politique, cet antisémitisme qui va accoucher de la collaboration, qui est là, mais là, qui est brutal, qui veut du sang, qui veut tuer, etc. Marie de Régnier se fout complètement de l'affaire Dreyfus. Ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, Henri de Régnier dit, mais voilà que c'est elle devant qui on ne parle jamais de l'affaire qui ne s'y intéresse pas, voilà qu'elle s'entiche d'un juif. Parce que voilà ce qui se passe à un moment dans la vie de Marie de Régnier, c'est qu'elle s'entiche d'un juif, du juif Henri Bernstein, grand dramaturge dont une pièce va être enfin jouée au Théâtre Français. C'est vraiment la reconnaissance. Et cette pièce, ça va être l'occasion d'un déchaînement antisémite, c'est-à-dire les camelots du roi vont aller manifester, on est obligé d'envoyer l'armée, la représentation ne peut pas se tenir, il y a des arrestations à tout va, et Marie de Régnier, qui ne sait jamais, qui ne s'intéresse pas à la vie publique et à la politique. Là, elle va battre le rappel donc, de son mari, de ses amants, de tout son entourage antisémite et leur faire signer une pétition pour la liberté de représentation. C'est peut-être l'une des premières pétitions de cet ordre-là. Elle va aller à la première de la pièce au bras de son mari avec la cohorte de ses amants derrière qui suivent Marie de Régnier sans... Donc c'est dire l'influence qu'elle avait, le fait que personne... Je veux dire, moi, quand je découvre ça, même je me souviens dans l'ordre de lecture, quand on lui pardonnait de prendre des amants parce qu'elle les prenait à domicile, elle jouait à domicile.
Elle jouait dans son univers. Et tout d'un coup, parce que Bernstein était reçu, Bernstein comme grand dramaturge était reçu, elle l'a rencontré dans un salon mondain comme elle en fréquentait énormément. Mais là, elle va passer le Rubicon, cette histoire va durer 5 ans. Pour la première fois de sa vie, elle va partir en vacances sans son mari et Bernstein était un sanguin, Bernstein était un vicieux, un manipulateur extraordinaire. Ça avait toujours cette pique de la passion et ça finissait dans la dégradation de l'être aimé de manière très très brutale. C'était toujours le même schéma avec toutes les femmes et Marie de Régnier, avec Bernstein, découvre, j'allais dire, mais la sidération de l'amour physique. C'est qu'elle est complètement dépendante du sexe avec Bernstein. Donc, il va commencer à lever la main sur elle, parce que lui, à ce moment-là, prend comme maîtresse Fréhel, la chanteuse. Tout le monde est là. Qui est très jeune, tout le monde est là. Tout le monde est là, il prend Fréhel comme maîtresse. Et là, elle supporte plus, parce qu'elle trouve ça extrêmement humiliant. Et là, il lève la main sur elle. C'est la première fois, elle est tellement... Non seulement personne ne lui parle mal, mais lever la main sur Marie de Régnier, au point qu'elle va se réfugier dans le sud tellement elle est choquée. Elle a écrit sur cette période-là où elle parle de pitié, mais jamais réussi à comprendre si c'était une pitié pour elle ou pour lui, peut-être pour les deux. Mais elle finit par s'arracher à cette histoire. Mais des années plus tard, quand des femmes du monde, elle était déjà assez, elle est morte à 86 ans, Marie de Régnier, elle était toujours très très belle, très très élégante, avec cette espèce de sensualité débordante. Tu posais la question, mais pour vous, Marie, qui avez connu tellement d'hommes, quel était l'amant? Elle n'a pas une once d'hésitation, elle dit Bernstein. Et en même temps, elle irait arracher toutes les femmes qui se laisseraient aller dans une relation comme ça de domination. Donc voilà, c'est parti de la force de l'amour, parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait, il l'aimait, je pense. Mais je pense certainement que c'est l'une des femmes qu'il a le plus sincèrement aimé. Parce qu'en plus, elle l'a aidé à écrire. Imaginez Marie de Régnier qui est en train, dans l'après-midi, parce qu'à ce moment-là, Henri de Régnier finit par intégrer l'Académie française. Marie, qui est avec son mari, qui ne l'a donc jamais touché, en train de corriger son discours, et qui le soir, Bernstein, et qui est en train de travailler sur sa pièce qui sera un énorme succès après. Elle va finir vieille, très vieille. 86 ans. 86 ans. Et elle aura enterré tout le monde. Elle aura enterré tout, dont son fils. Dont son fils. Et la deuxième chose que je voulais vous demander par rapport à votre livre, c'est que j'ai beaucoup aimé la remarque de Forough à un moment où Marie de Régnier va, je pense, aller à Damas, elle va aller une au croisière Caire, avec Georgie Raoul Douvel, la maîtresse qu'elle a piquée, et son mari, et son propre mari, à 4. Voilà. Sur un bateau, il rencontre celui qui va devenir Claude Farrer et avoir le Goncourt. Exactement. Et alors, en fait... Forough, elle aime pas du tout ce que Marie écrit là-dessus. Elle appelle ça les turqueries. Marie les appelle comme ça, parce qu'elle c'est des poésies. Elle sait qu'elle ne connaît rien à l'Orient. Oui. Elle n'en connaît que les saveurs, l'odeur, l'envoûtement. Et là, c'est plutôt à Abnous Shalmani, à l'auteur que je m'adresse. Ça veut dire que c'est vrai que la Forough et Abnous se mélangent un petit peu, et c'est très fort parce que j'ai l'impression que vous détestez aussi ces espèces d'odes à l'Orient, cette espèce de choses comme ça, soi-disant complètement romanesque, faux, c'est fake, c'est faux, et vous dites non, pas du tout, les femmes sous le voile, une femme sous le voile n'est pas une promesse de choix, mais la certitude d'une oppression. Je fais le lien pour arriver à aujourd'hui, et c'est vrai que je voulais que vous développiez ça, parce que Forough, c'est une femme tellement libre, c'est une femme tellement moderne, c'est une femme tellement avant-garde, que tout ce que Marie a dû ressentir de Scheherazadien, si je peux me permettre, ça, Forough, elle déteste ça. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est drôle, d'ailleurs, vous êtes Scheherazade, dans ce roman, Scheherazade est un homme. Oui, c'est Cyrus, oui, bien sûr. C'est Cyrus qui raconte cette histoire et qui la rallonge et qui crée un suspense pour que Forough revienne, pour garder cette femme qu'il aime tant. Mais oui, moi, j'ai pas de preuve. Alors, c'est très drôle parce que j'ai pas les turqueries, comme elle les appelait, de Marie, de cette croisière extraordinaire en Orient où elle se concentre sur les parfums, les saveurs, la chair, parce qu'en plus, il fréquente les bordels. Il y a une danseuse arménienne qui tombe amoureux de Marie sous les yeux de tout le monde. Elle s'éclipse pour aller rejoindre une chambre. C'est extraordinaire. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que Marie n'avait pas la prétention, mais effectivement, ça fait partie de cette idée que je pensais, alors pourquoi pas en littérature, mais évidemment, Forough, ça l'aide, parce que Forough n'a jamais porté de voile. Je conseille à tout le monde d'aller taper son nom. Et de cette époque-là, vous regardez les rues de Téhéran, de Tabriz, même les rues. Les femmes mettaient à peine un voile pour aller à la mosquée, et encore, mais elle n'a jamais porté le voile. Elle lit ça, mais enfin, elle dit, mais de quoi elle parle?
De quoi? Une femme qui est empêchée n'est pas une femme heureuse. Une femme qui est obligée de se couvrir d'un linceul n'est pas une femme heureuse. Ça n'existe pas. Et évidemment, c'est très bizarre aujourd'hui d'entendre, mais c'est un choix de se couvrir d'un linceul et de décider, je suis un être de péché, parce que tout est là dans le voile, vous recouvrez ce qui est un péché absolu, c'est-à-dire tout le corps féminin, je veux dire des cheveux, pour certains même jusqu'au visage. Il n'y a que le regard qui est préservé, et encore pas chez les talibans, mais pourquoi est-ce qu'on cache ce corps-là? Parce que ce corps-là est le lieu du péché, donc de la honte, donc de la tentation, donc du danger, et du danger pour les hommes qui eux-mêmes sont absolument incapables. On est très très loin de Camus, un homme ça s'empêche. C'est non, pour empêcher un homme, il faut mettre un linceul à un corps de femme. C'est extraordinairement faux. Et voilà, il n'y a qu'une pression sociale, religieuse, politique pour que le fait de se couvrir ainsi du linceul de sa liberté soit un choix. Oui, c'est ça. C'est la réalité. Alors justement, on va quand même un petit peu parler de Abnous Shalmani partout en ce moment sur les réseaux, grâce à votre discours sur le prix de la laïcité, qui est devenu viral. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ce discours est devenu viral ? Alors, moi, ça m'inquiète un petit peu qu'il soit devenu viral. Ça veut dire que, je vais vous dire pourquoi, je pense que c'est très grave que, parce que vous avez dit ça, mais il devrait y en avoir des milliers d'Abnous Shalmani, il devrait y en avoir des centaines de milliers. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, comme si vous nous avez donné de l'oxygène, vous nous avez permis de respirer et de dire ce que nous pensions tous. Alors, qu'est-ce que vous dites dans ce discours ? Vous dites que, d'abord, ce mot, laïcité, fait honneur à la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de le remettre en question, enfin pas de le remettre en question, mais on reste l'exception. On reste une grande exception dans l'humanité quand même aujourd'hui. Et comment On oublie par exemple, on cite souvent la Turquie, mais on oublie que l'Uruguay, par exemple, depuis 1908, je crois, il y a une séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, c'est pas innocent que ce pays ait donné le droit de vote aux femmes dès 1927. C'est lié. Voilà, et en fait, ce combat que vous menez contre la laïcité, que nous essayons tous de mener pour la laïcité, comme quoi, ça dit beaucoup. Mais c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, ils nous rendent fous. Voilà, et en fait, je pense que vous avez aussi touché tout le monde à la fin de votre discours, parce que vous dites des choses très essentielles pendant ce discours, et les gens sont debout, vous applaudissent, etc. Mais la dernière phrase de votre discours, vous n'arrivez pas à la prononcer, vous êtes en larmes, vous pleurez, et vous dédiez ce prix, évidemment, en tant que présidente du jury de la laïcité. Vous terminez votre discours en dédiant ça aux 1400 victimes du 7 octobre et à l'époque aux 240 otages. À l'époque. Oui. Aujourd'hui, on ne sait absolument... Enfin, c'est pas du tout le débat, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez que la France, d'abord, est à la hauteur de ce qui se passe par rapport aux otages ? Est-ce qu'on est à la hauteur ? Est-ce que notre gouvernement est à la hauteur ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? C'est très je pense, moi, je crois que tout le monde, certains s'en rendent compte, d'autres pas, qu'il y a vraiment un avant-après 7 octobre. Parce que c'est un pogrom, parce que je n'aurais jamais imaginé. J'ai une maîtrise d'histoire, je me suis intéressée au totalitarisme. Je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui disent que ça n'arrivera jamais plus. Le jamais plus, on a bien vu au cours de l'histoire ce que ça a donné. J'aurais jamais cru de mon vivant assister à un pogrom parce que là, c'était pas question d'Israël, sur des juifs. C'était de tuer du juif, c'était ça. Ce pogrom, et que les civils y aient participé, et la joie des assassins terroristes, tout ça, je veux dire, tout ça n'en appelle qu'à une seule chose chez moi, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cette fibre humaniste et empathique disparaissait quand le mot juif apparaissait. C'est extrêmement violent. Je trouve que ça a encore rendu, si dit tant est possible, plus violent encore la violence de ce pogrom, d'un espèce de déni. Ce qui est, je vais vous dire que personne ne peut être à la hauteur, parce que, et ça a toujours été le cas dans l'histoire, mais aujourd'hui c'est visible, c'est presque grossier, les gros fils. Il y a tellement d'enjeux, vous voyez ce qui se passe avec les Houthis en mer Rouge. Je veux dire,
Concrètement, il y a 2 ans, quand vous aviez un paquebot qui a été un conteneur qui a été bloqué sur le canal de Suez, c'était un drame, les prix ont augmenté. Je veux dire, le canal de Suez est fondamental pour que les Français, les Anglais, enfin, tout ce côté-là puissent avoir des accès à de la nourriture, à des vêtements, etc. On a été pendant plusieurs jours concentrés sur le canal de Suez. Il faut absolument réparer son conteneur. Là, on a des terroristes il y a un côté un peu... on y va avec la pointe des pieds et du bout des doigts. Parce que c'est explosif. Parce que tout est explosif. Et je voudrais, et je veux être optimiste, c'est que je pense que ce qui a changé, là, c'est un conflit Israël-Hamas. Il faut quand même le répéter. C'est vraiment... c'est pas Israël qui a attaqué, c'est le Hamas. Moi, cette idée qui est antéhistorique de dire « Ah, mais ça a eu lieu, on ne pogrome pas », parce que avant-hier, non, c'est pas une guerre. Je cite souvent la guerre de Kippour en 73. C'était des armées qui attaquent Israël. Vous avez plus de 2000 soldats israéliens qui meurent, 0 civils. Ça s'appelle une guerre. Enfin, il y a toujours des dommages collatéraux quand vous avez des civils qui meurent. Mais je veux dire, vous pouvez faire une guerre de soldat à soldat, aller égorger des nouveau-nés, des femmes, des vieillards et des hommes, c'est pas une guerre, c'est un massacre. Il faut y mettre de la nuance. Il y a de nouveaux acteurs en jeu qui ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, qui sont ces États arabes qui sont devenus indispensables dans le jeu géopolitique. On voit avec le Qatar qui est devenu diplomatiquement tentaculaire, mais on a l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas une grande passion pour Mohamed Ben Salman, pour MBS, mais il y a une réalité, c'est qu'il est obsédé par l'avenir de l'Arabie Saoudite, sans énergie fossile, modernisée, etc. Et qu'il a besoin d'Israël. Il a besoin d'Israël pour sa ville du futur qui est à 40 km de la frontière israélienne. Il a besoin d'Israël pour ses technologies. Il a besoin d'Israël comme voisin. Il a besoin, je tiens un truc assez étrange, de s'israéliser pour l'avenir. C'est ce qui explique aussi les accords d'Abraham, c'est que l'Arabie Saoudite n'a pas signé, mais le Bahreïn n'aurait jamais signé si MBS n'avait pas dit « go ». L'erreur des accords d'Abraham, c'est d'avoir oublié la question palestinienne, qui est fondamentale. Il faut arrêter de dire, de nier ou dire « c'est pas important ». Ça l'est. Il y a une histoire, et qu'elle soit née, que l'idée du nationalisme palestinien soit née en 48, il n'empêche que depuis 48, il y a une histoire qui s'est passée. Donc, il faut 2 États. Je veux dire, les gens qui disent c'est pas possible ou un État binational, arrêtons. Il faut 2 États, il faut se mettre autour de la table. Et là, l'Arabie Saoudite peut aider. Je veux dire, l'Arabie Saoudite peut être un véritable acteur, puisque personne ne bouge un cil sans l'argent saoudien. Ça peut donner un avenir. Moi, je pense qu'on le verra de notre vivant. Je pense que la paix sera en Israël. Mais pour ça, il faut des frontières politiques et pas des frontières religieuses. Alain Finkielkraut a cette expression, il a raison. Il dit le cadastre, là, religieux, ça fonctionne pas. Et il a raison. Ça ne fonctionne pas. Des frontières religieuses ne sont pas pérennes. Si on soutient Israël, si on pense que l'existence d'Israël est fondamentale, il faut soutenir une solution politique et pas religieuse. Et moi, c'est une expression que j'utilise, qui peut choquer énormément de gens. Alain Finkielkraut l'utilise aussi. Moi, je parle des voyous messianiques, parce qu'il y a un messianisme juif, qu'il y a un messianisme intellectuel, qu'il y a un messianisme à la Lévinas, qu'il y a un messianisme qui dit la révolution est dans l'éthique. Et oui, il y a dans la pensée juive... C'est pas les mêmes rabbins qu'avant, hein. Non, fondamentalement, dans la pensée juive, il y a cette idée d'éthique, de l'autre, de prendre en considération l'autre. C'est peut-être le moment de lire effectivement Lévinas. C'est peut-être le moment de prendre en compte l'autre, parce que ce qui a fondé la pensée juive, c'est cet autre. C'est le fait de laisser la place. Dieu se rétracte pour que l'homme puisse avoir accès à son libre arbitre. Ce n'est pas rien. Donc revenons aux fondamentaux, c'est toujours ça qui nous a sauvés. Écoutez, c'est un bonheur de vous entendre, Abnous. De toute façon, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, Encore et encore, j'ai péché dans le plaisir, Abnous Albani, aux éditions Grasset. Merci mille fois. Mariano. À bientôt, au revoir.